3, 2, 1. Here we go! Voilà, bonjour ou rebonjour à toutes et tous qui nous rejoignaient ou qui nous avaient rejoints pour cette conférence, cette ultime conférence de l'édition Cyclo Toulouse 2022 qui sera consacrée à l'attractivité des métiers autour de l'eau. Comment rendre les métiers de l'eau plus attractifs pour répondre aux besoins actuels et futurs. Une table ronde organisée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, lors de laquelle je vous proposerai d'échanger en temps utile, puisque nous avons prévu une séquence pour ce faire, comme pour chacune de nos conférences, avec nos invités qui seront au nombre de 5 pour cette thématique et à qui je propose de rejoindre cette estrade sans plus tarder. Sachant que nous aurons avec nous Roselyne Zapata, directrice des ressources humaines à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, Muriel Besançon, qui est responsable des ressources humaines de la régie du canal Beltrude et qui est avec nous en visio. Bonjour Madame Besançon, vous êtes parmi nous, je sais que vous allez pouvoir vous exprimer tout à l'heure, nous avons fait les tests en ce sens. Voilà, vous êtes présente, nous vous voyons et nous vous entendrons certainement très bien. Monsieur Patrick Fesque, qui est directeur de projet La Filière Française de l'eau. Monsieur Joseph Pronost, qui est directeur de la formation à l'Office international de l'eau et par ailleurs copilote de l'étude EDEC dont nous parlerons dans un instant. Et enfin, monsieur Alain Dupuis, qui est directeur de l'ENSEGID, l'École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable. Bonjour et bienvenue, madame et messieurs, pour cette séquence, comme vous le savez, consacrée à l'attractivité des métiers de l'eau, comme je le disais à l'instant en introduction. Et comme dans beaucoup de secteurs, malheureusement, il n'y a pas que pour les métiers de l'eau, mais nous sommes face à des situations de tension avec des employeurs qui rencontrent des difficultés pour recruter des salariés et répondre aux nouveaux enjeux de leurs propres activités. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les profils ingénieurs, notamment. C'est peut-être ce que vous nous confirmerez ou présenterez de manière un peu plus détaillée. Après une présentation justement de cette situation en France, de l'emploi et des compétences, nos invités s'attacheront à présenter des solutions et pour répondre à cette situation qui devrait s'amplifier, semble-t-il, à l'avenir. Donc sans plus tarder, je vous propose de procéder à un état des lieux à travers cette séquence introductive que vous nous proposez, Monsieur Fesque et Monsieur Pronost, en intervention à deux voix pour nous présenter les résultats de l'étude de la situation de l'emploi et des compétences dans le secteur de l'eau en France. Je vous laisse prendre la main, vous avez un diaporama à l'appui de votre intervention et je vous laisse vous organiser entre vous avant de passer aux présentations de nos autres invités et de partir sur d'autres questions. Merci beaucoup. On va tout de suite rentrer dans effectivement une étude qui a été financée par la filière française de l'eau et je vais, dans le slide suivant, vous présenter ce qu'est la filière française de l'eau. Le ministère du Travail et qui a été copiloté par l'OIO et l'UIE, qui sont des membres de la filière française de l'eau. Je vais tout de suite rentrer dans ce détail. La filière française de l'eau a un contrat avec l'État, un contrat stratégique avec l'État pour différentes actions. Et elle est composée à la fois d'acteurs publics, représentés par l'AMF, la FNCCR, et de toutes les fédérations professionnelles de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l'eau. Il y a aussi les pôles de compétitivité pour toute la partie innovation et tous les organismes, notamment de formation, l'OIO par exemple, pour la partie formation. De quoi parle-t-on ? On parle de plus de 5000 entreprises, une filière qui est assez morcelée, structurée par sa chaîne de valeur, beaucoup de PME. On pense souvent aux grands groupes Veolia, Suez, Sor. Il faut savoir que si je prends Veolia et Suez, on ne représente que 5% du marché mondial dans le domaine de l'eau, donc vous voyez assez peu. Le chiffre d'affaires est évalué à 36% du chiffre d'affaires
à l'international, 22 milliards d'euros, et 124 000 équivalents temps plein dans l'ensemble de ces secteurs. Il est apparu assez rapidement qu'il fallait mieux préciser de quoi on parlait. Je vous ai dit une filière très morcelée. Et donc, est-ce qu'il y avait des points communs? Quels étaient les besoins? Où on en était? Donc, une étude a été lancée à partir de 2019, donc financée effectivement par le ministère du Travail et la filière, avec une maîtrise d'œuvre d'Ernst & Young qui a fait un travail remarquable, hein, un copilotage OIO-UIE, et qui couvre l'ensemble de la filière. On ne s'est pas limité à une partie, on a bien pris des gestionnaires, des constructeurs, des équipementiers, des collectivités. On a réellement couvert l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière. L'étude a été rendue en mars 2021. Elle est disponible sur le site de la filière et sur d'autres sites, sur le site du ministère du Travail. Et je vais passer la main à Joseph, qui a été copilote, donc qui connaît très très bien l'étude, pour vous détailler, et on verra, il y aura des suites par la suite. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats clés de cette étude, essentiellement sur l'état des lieux. Après, c'est lors de la table ronde que l'on aura l'occasion de discuter sur les axes d'amélioration qui ont été identifiés lors de cette étude. Le premier point, c'est effectivement, comme Patrick l'a dit précédemment, la filière française de l'eau, c'est une fédération de fédérations, mais c'est aussi quelque chose qui regroupe beaucoup d'entreprises. 5000 entreprises, 5000 entités, c'est quelque chose de très morcelé, et c'est aussi un point qu'il faut souligner par rapport aux axes d'amélioration que l'on veut mener, parce que s'il y avait 1, 2, 3 acteurs essentiels, ça serait entre guillemets plus simple, alors que quand vous avez en face de vous 5000 entreprises qu'il faut mobiliser sur l'emploi, les métiers et la formation, c'est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus morcelé, et donc ça rajoute un peu de complexité. Ici, en termes d'état des lieux, déjà en 2020, sur la base d'un traitement par Ernst & Young, ici vous avez la répartition de ces différentes entreprises en termes d'état des lieux, avec 20% sur les gestionnaires publics eau et assainissement, 23% sur les gestionnaires privés, et puis une grande part aussi sur les canalisateurs qui représentent 26%, et aussi une grande part qui regroupe les industriels de l'eau, 20%. Quand on parle des industriels de l'eau, c'est pas tellement l'industrie manufacturière, mais c'est plutôt les industries qui construisent, installent des stations de traitement, par exemple. Donc on est beaucoup plus sur le volet constructeur de stations de traitement, entre autres. Voilà. Déjà, l'état des lieux, c'est important de savoir qu'en 2020, ça représente 124 000 ETP. C'est un chiffre important, significatif, c'est une vraie filière métier. Mais par contre, il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas la filière énergie en France. Je ne sais pas quel est le nombre d'ETP dans l'énergie, mais c'est beaucoup plus conséquent. Donc on est sur une filière à taille intermédiaire, significative, qui a du poids, qui est vraiment très attractive, mais en même temps qui n'a pas forcément les moyens de très grosses autres filières, telles que par exemple l'énergie. C'est en tout cas ce que nous a dit Ernst & Young. On a une diversification élevée des besoins et métiers et compétences. On croit que le domaine de l'eau est une filière de spécialité, mais c'est en fait une filière de multispécialité. Et à ce moment-là, au niveau des activités de formation, par exemple, ça donne lieu à une diversité de formation initiale et de formation continue. Et à ce moment-là, les actions RH à mener sont également fortement diversifiées et ça complexifie tout ça, sachant qu'en plus, on a énormément de métiers dans la filière de l'eau. C'est toujours une filière de spécialité, mais il y a plus d'une centaine de métiers qui s'exercent, qui peuvent être des métiers de l'eau, mais qui peuvent être aussi de la finance, de la comptabilité, du management, des RH, etc. Tous les métiers que l'on peut imaginer. On a quelque chose, alors ici il faut préciser qu'on a en fait un besoin de recrutement très très conséquent. Sur la période 2020-2025, sur la base des estimations d'Ernst & Young, il faut recruter 13 000 ETP et c'est vraiment très très conséquent. C'est-à-dire sur 5 ans, il faut recruter 10% de la profession. Pourquoi ? Il y a déjà un premier phénomène qui est illustré sur ce graphe que vous voyez. Alors c'est un graphe de la pyramide des âges, je précise, de la FP2E, donc c'est les exploitants privés des services eau et assainissement, ce n'est pas l'ensemble de la filière de l'eau, mais on voit qu'il y a finalement une excroissance vers l'âge de 55-60 ans
tout un tas de gens qui vont partir à la retraite durant la période 2020-2025. Et de ce fait, on a quasiment 7000 personnes qui vont partir à la retraite et qu'il faut renouveler. Et donc vous nous dites dans la même période 6000 nouveaux besoins. Enfin, 6 000 et après, il y a encore d'autres ça. besoins liés à d'autres facteurs que l'on verra juste après, effectivement. On note aussi que sur les filières exploitation, on a quelque chose qui est finalement assez typique au niveau du genre, puisque par exemple dans les filières exploitation, on a surtout une représentation très forte au niveau des hommes et beaucoup plus de mixité sur les filières de compétences laboratoires et bureaux d'études. C'est aussi une caractéristique. Justement, par rapport à ce que disait M. Cato, en fait, quels sont les autres axes qui dynamisent ce besoin en compétences et en métiers? Il y a tout d'abord le volume d'investissement. On a des plans de relance, pilotés notamment par les agences de l'eau, mais aussi les plans de relance post-Covid. Et là, ça représente, sur ces 13 000, 1500 ETP en 2020 et 2025. Il faut comprendre que le secteur de l'eau est très lié à l'investissement public. Si l'investissement public se ralentit, il y a moins de besoins. Si, par contre, l'investissement public se dynamise, eh bien là, on renforce les besoins en personnel, en formation et en métier. C'est quelque chose d'un peu atypique par rapport à d'autres filières industrielles où on est beaucoup plus sur des relations clients-fournisseurs. Naturellement, dans le domaine de l'eau, il y a des relations clients-fournisseurs, mais voilà, on n'est pas sur des processus d'achat d'un produit manufacturier. On est vraiment sur des choses qui vont pousser les emplois, la formation et les métiers liés à des axes réglementaires et à des axes d'investissement. Sachant que les investissements sont liés aussi, poussés par la réglementation et l'exercice du pouvoir de police de respect de cette réglementation. Il y a aussi des nouveaux enjeux, c'est-à-dire les nouvelles thématiques qui émergent dans le domaine de l'eau, notamment par exemple liées au vieillissement des réseaux, aux phénomènes climatiques, le changement climatique, la diversification des pollutions, l'énergie, les ressources en eau. Et là, on demande en fait un élargissement des compétences et des investissements RH pour le même service eau et assainissement, c'est-à-dire que les gens à personnel égal dans les services eau et assainissement doivent faire en termes de compétences plus de choses. C'est important de le savoir. On a aussi des caractéristiques qui sont différenciées, notamment entre le milieu urbain et semi-urbain d'un côté, par opposition au milieu rural et montagnard de l'autre. En milieu urbain et semi-urbain, naturellement, vous avez une population plus dense, des ouvrages industrialisés, des réseaux plus courts. Et donc, on a une accélération des investissements technologiques. Et donc, on va avoir des besoins en compétences sur des nouvelles technologies, telles que les compteurs connectés, les automatismes. Et on se retrouve dans ce milieu urbain et semi-urbain avec des caractéristiques de métier où on demande une spécialisation métier. Contrairement, vous le verrez après, au milieu rural, où on demande beaucoup plus des généralistes avec multicompétences. On a un accroissement dans le milieu urbain et semi-urbain des besoins en compétences en maintenance et en relation client. Alors que, comme je l'ai dit précédemment, donc milieu rural et montagnard, vous retrouvez le côté opposé du milieu urbain et semi-urbain. On a moins besoin de la digitalisation et par contre, on a des priorités très importantes sur la maintenance et l'aménagement, mais on cherche des gens qui sont beaucoup plus polyvalents. Donc on a des modèles très différents aussi pour le même service en fonction de ces services au assainissement dans ces différentes unités. Et puis le deuxième facteur qui joue beaucoup pour vraiment ces besoins en ETP, en recrutement, en métier compétences, c'est naturellement la loi NOTRe. C'est le transfert de compétences eau et assainissement aux intercommunalités. Si on prend un ratio classique qu'on a tous entendu plus ou moins, c'est on passe de 20 000 services eau et assainissement et l'objectif, je ne sais pas si on y arrivera, c'est de diviser par 10, c'est de passer de 20 000 à 2 000 services eau et assainissement. Quand vous passez de 20 000 à 2 000, vous avez naturellement toute une mobilité des personnels qui passent des services de l'un à l'autre. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous battez les cartes des fiches de fonction, des fiches de compétences, il faut former encore plus les gens pour les repositionner dans leur poste. Et ça donne beaucoup de mobilité. Mais qui dit mobilité donne beaucoup d'incertitude à la fois pour le personnel qui est en mobilité, mais aussi d'incertitude pour le service eau et assainissement qui gère ses emplois, ses métiers, ses compétences. Mais en tout cas, il faut environ 2000 ETP. C'est le premier facteur de recrutement en plus des départs en retraite liés à la loi NOTRe. On a donc des tensions sur le recrutement et des tensions sur le recrutement qui concernent surtout 8 métiers. Vous en avez la liste ici. On peut citer la maintenance, l'instrumentation mesure, les automatismes, la télégestion, la programmation de travaux, les responsables d'études techniques, l'aspect bureau d'études, destinataire, SIG, les technico-commerciaux et les chefs d'équipe, que ce soit travaux, exploitation et maintenance. Et ces 8 métiers en tension représentent 55% des besoins en recrutement sur la période 2020-2025.
Et il est important d'élargir le recrutement par compétences métiers interfilières, en plus des spécialistes métiers eau, parce que si vous voyez ici des techniciens instrumentation, vous voyez que ce n'est pas simplement quelqu'un qui travaille dans l'instrumentation du secteur de l'eau. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'instrumentation dans un secteur industriel et qui peut venir aussi dans le secteur de l'eau. C'est ça, ce côté recrutement par compétences métiers interfilières, en plus d'avoir des spécialistes eau stricts. On a des difficultés sur la tension au recrutement parce qu'il y a des points négatifs au niveau de notre filière française de l'eau. Tout d'abord, le point qui est le plus négatif en termes d'attractivité, c'est l'attractivité salariale qui est faible comparativement notamment au secteur industriel, dont l'énergie par exemple. Sur certaines parties de notre territoire français, on peut avoir aussi une baisse d'attractivité géographique. C'est notamment le cas du milieu rural. Milieu rural, attractivité faible parce qu'en fait, il n'y a pas toujours les mêmes services à la personne pour certaines familles. Et donc, certaines géographies peuvent se retrouver être fuies, en fait, au niveau de l'attractivité, alors qu'il y a quand même des services eau et assainissement à faire tourner. On a aussi une concurrence très forte sur les profils précédents au sein de la filière, c'est-à-dire que même au sein de la filière, les services eau et assainissement et les entités se font concurrence sur les profils précédents, donc quelque part, ils se les arrachent. Et on est aussi en concurrence avec l'industrie qui paye notamment beaucoup plus au niveau de l'attractivité salariale, notamment par rapport à l'industrie et l'énergie. Par contre, on a aussi des points positifs qui font que l'attractivité de la filière est importante. C'est tout d'abord l'aspect environnemental. C'est entre guillemets, nous sommes un peu les chevaliers du 21e siècle. Voilà. On est là pour sauver l'environnement et tout ça a un lien naturellement par rapport à la problématique changement climatique et ça a un vrai sens. Et notamment pour les jeunes générations, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Il peut y avoir, dans certains secteurs géographiques, une faible attractivité de zones rurales, mais par contre, par exemple, dans notre grande région Occitanie, Grand Sud-Ouest, etc., il peut y avoir aussi de l'attractivité géographique. Et je complète aussi par l'attractivité territoriale, c'est-à-dire ça a un sens pour certains métiers de l'eau de travailler sur un territoire. Je fais bien la distinction entre l'attractivité géographique de venir, par exemple, de s'implanter dans la région toulousaine, c'est une attractivité géographique, mais il y a aussi une attractivité territoriale, c'est-à-dire de s'intéresser à la gestion de l'eau sur son territoire et d'exercer un métier qui est en lien vraiment avec le territoire. Sur le lieu de résidence. Sur le lieu de résidence, et puis dans une région qui nous tient à cœur, etc., et d'avoir une vision globale qui est importante, notamment par exemple pour les métiers agences de l'eau, par exemple. Voilà. On a une accélération des tensions dans le domaine de l'ingénierie de l'eau, c'est ce que vous avez cité, pour des ingénieurs, mais aussi pour des techniciens de bureaux d'études. Voilà. Techniciens de bureaux d'études, dans les collectivités et dans les bureaux d'études aussi. Ici, on a donc une vision maintenant de la formation professionnelle spécialisée, avec tout d'abord un regard sur la formation professionnelle initiale. On forme au niveau de la filière française de l'eau, par la formation professionnelle initiale, environ 2900 diplômés annuels. Donc c'est intéressant. Et puis vous avez une répartition avec une proportion très importante des BTS et des DUT, 40% en fait, donc niveau technicien supérieur. Mais quelque chose aussi au niveau des écoles d'ingénieurs qui est assez intéressant. Mais attention, on a un taux de poursuite d'études très élevé. Alors on n'a pas au niveau de l'étude qualifié si le poursuite des études se fait dans un autre domaine que le secteur de l'eau, ou si ces gens-là qui poursuivent dans leurs études le poursuivent dans le domaine de l'eau. Mais ça serait encore une étude, un volet supplémentaire. Mais il y a une proportion d'entre eux qui quittent le domaine de l'eau. Et ça, il faut le savoir, justement, pour les pertes d'attractivité précédemment citées, en fait. Et on a quand même 1200 diplômés, effectivement, spécialisés dans l'eau, qui poursuivent leurs études ailleurs. Mais il faut insister, c'est qu'on a une capacité intéressante en formation professionnelle initiale par rapport aux besoins. Mais il y a une fuite un peu des cerveaux et des capacités. Après, l'autre volet, c'est la formation professionnelle continue externe, c'est-à-dire des organismes de formation qui travaillent pour faire des formations courtes. Et l'offre est jugée robuste sur les domaines techniques, notamment. Et c'est un atout de la filière qui va permettre de faire des adaptations de compétences au fur et à mesure sur des sessions de formation, cette fois-ci beaucoup plus courtes, d'une semaine maximum, en fonction des sujets de spécialité de ces différents métiers. Mais malheureusement, dans les services eau et assainissement, les budgets sont quand même beaucoup polarisés sur la santé et la sécurité. Il y a certaines grandes métropoles qui forment leur personnel de services eau et assainissement uniquement sur l'hygiène et la sécurité. Et il n'y a quasiment pas de formation métier. Or, c'est un besoin pour adapter les compétences.
De plus, c'est la formation professionnelle continue interne. De qui parle-t-on ici? Si vous voulez, la formation professionnelle continue externe, c'est des organismes tels que l'Office international de l'eau qui forment des personnels, donc externe au service eau et assainissement. Et la formation professionnelle continue interne, c'est par exemple les campus Veolia, internes au groupe Veolia, qui forment ses propres personnels. Donc c'est un poids relatif très important. Et là aussi, il y a des capacités très importantes et significatives d'adaptation des profils de compétences aux besoins. Mais il a été jugé avec des acteurs de Veolia et de Suez qui font partie de la filière elle-même et qui faisaient partie de l'étude, que la vitesse est trop lente par rapport aux besoins également. Voilà pour l'introduction en termes d'état des lieux. Et puis après, on peut ouvrir la parole sur naturellement tous les axes d'amélioration qui font aussi partie de l'étude et des axes recommandés par la filière française de l'eau que représente Patrick. Merci beaucoup, messieurs Pronost et Fesque, pour cet état des lieux, effectivement, ces éléments de contexte, ce constat qui est très clair hein, quant aux enjeux qui se présentent à vous. Voilà qui illustre parfaitement ce que je proposais en introduction tout à l'heure. Pour en savoir un peu plus et continuer de partager peut-être ce constat, je me tourne vers nos autres invités pour avoir le point de vue des uns et des autres et être complet sur cette question. Je commence par vous, Madame Zapata, si vous le voulez bien, directrice des ressources humaines à l'agence de l'eau à Dour-Garonne. En tant que DRH vous-même, au sein d'une agence de l'eau qui est un établissement public d'État, de l'État, je vous rappelle, est-ce que vous partagez ces mêmes difficultés? Vous faites ces mêmes constats, quel que soit le statut de la structure finalement? Oui, je ne peux que le partager et je vais l'étayer aussi par mes propos. En effet, on a des besoins en recrutement importants qu'on n'avait pas il y a 2 ou 3 ans. Alors en lien avec ce qui a été précisé dans l'étude, c'est une moyenne d'âge élevée, une ancienneté élevée. L'agence de l'eau a 55 ans d'existence, avec un personnel qui était très très stable jusqu'à maintenant. Alors, outre les retraites et les départs naturels hein, qu'on a toujours eu, on a un gros fort de taux de mobilité. Alors, on avait agi il y a 2 ou 3 ans justement pour favoriser cette mobilité, parce que c'est toujours intéressant dans une structure d'avoir du sang neuf. Mais là, on a une inflation de notre personnel. Et pour étayer un petit peu ces propos, en 2018-2019, quand j'ouvrais une fiche de poste, j'avais 200-300 candidatures. À ce jour, les fiches de poste, nous avons péniblement une 30aine de candidatures. Donc la difficulté, et outre le quantitatif, il y a aussi, on le verra plus tard, le comportement des nouvelles générations, les souhaits des nouvelles générations. Et on va devoir s'adapter en termes d'attente pour réaliser aussi, attirer et fidéliser de nouveaux agents. Nous aurions pu inviter un sociologue du travail, une sociologue du travail, mais puisque vous évoquez cette question des comportements, des nouvelles attentes, et peut-être que le directeur d'un établissement formant des ingénieurs pourra nous en parler, effectivement, il y a une évolution de la typologie des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais on ne peut pas dire qu'elle soit exclusive au secteur de l'eau, on est d'accord? Non, voilà. Je pense que c'est un phénomène national et voire international, avec des comportements, et moi je l'associe aussi à la crise sanitaire aussi, qui fait qu'au-delà d'un comportement générationnel, ça devient aussi un comportement intergénérationnel. C'est-à-dire que nous avons un fort taux de mobilité, même de nos agents qui ont 20 ans, 25 ans d'ancienneté au sein de l'agence de l'eau. Ce qu'on ne voyait pas il y a 3 ou 4 ans de ça. Voilà. Merci Madame Zapata. Je vous propose de réintervenir quand vous le souhaitez, bien sûr, mais on va continuer ce tour d'horizon avec Madame Besançon, que nous avons aperçue tout à l'heure sur les écrans. Et si vous nous entendez, Madame Besançon, je vais vous passer la parole dans un instant pour nous faire part de vos propres constats et vous entendre sur la manière dont vous abordez cette situation en termes de recrutement au sein de la régie des eaux du canal Beltrude, dans lequel vous intervenez. Et quels sont les freins que vous rencontrez à votre niveau? Quelles sont les éventuelles spécificités auxquelles vous faites face en tant qu'opérateur public de l'eau? Et comme ça, nous aurons un tour d'horizon qui sera relativement complet, si ce n'est exhaustif, avant d'entendre peut-être en quelques mots Monsieur Dupuis sur le constat qu'il peut faire concernant les jeunes qui arriveront sur le marché prochainement, ou qui sont déjà en activité pour certains d'entre eux. J'espère que vous m'entendez correctement. On vous entend très bien.
Je vous remercie vivement de m'avoir proposé d'intervenir au cours de cette table ronde. Malheureusement, je n'ai pas pu venir physiquement sur Toulouse parce que je me suis fait opérer du pied il y a quelques jours. Donc, en termes de mobilité, je n'ai pas pu être présente, mais j'ai répondu avec grand plaisir sur ce sujet qui me tient fort à cœur. Je travaille dans les ressources humaines depuis très longtemps et je suis arrivée dans le secteur de l'eau et de l'assainissement relativement récemment. J'ai intégré cette régie des eaux du canal Beltrude en 2019. Nous sommes une petite régie, hein, nous sommes un EPIC d'une 50aine de salariés, mais j'avoue que je me suis beaucoup retrouvée dans les propos que vous avez présentés lors des conclusions de l'étude à différents niveaux. Une forte besoin de recrutement. Au cours de ces 3 dernières années, j'ai participé au recrutement de plus de 29 personnes. Et effectivement, je me suis rendu compte que dans ces métiers de l'eau et de l'assainissement, qui est un secteur tout nouveau pour moi, il y a de nombreuses tensions et difficultés qui ne sont pas propres uniquement à notre secteur, mais qui sont avec des particularités du secteur. Et je me rends compte que c'est assez compliqué de recruter un technicien de maintenance. J'ai recruté des agents de travaux réseau. Là, je viens de finaliser le recrutement d'un contrôleur SPANC. Et pour chaque métier, effectivement, des spécificités de formation initiale. Et parfois, j'ai capitulé sur un poste d'ingénieur études et projets. Au bout d'un an, on a arrêté le recrutement parce qu'on n'a pas trouvé la perle rare. Alors, c'est rare qu'on n'aboutisse pas dans un recrutement. C'est peut-être qu'on a mal calibré ou on va évoquer les freins qu'on a rencontrés par rapport à ces difficultés-là. Alors justement, concrètement, vous entendiez M. Pronost tout à l'heure qui nous faisait part des premières conclusions, des grands axes de l'étude, issus de l'étude EDEC qu'il nous a présenté. En première, comment dirais-je, en première condition, si je puis dire, ou premier frein potentiel, le niveau de salaire par rapport comparé à d'autres secteurs. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Je vous confirme qu'effectivement, l'attractivité des salaires n'y est pas comparée à d'autres secteurs privés. Et effectivement, notamment en début de carrière, on a plus de mal à attirer des jeunes qui sont plus attirés par des grands groupes ou par des structures publiques plus grosses que la nôtre. Et le salaire est un vrai frein. Alors, on est quand même sur des contrats de droit privé. On a développé un certain nombre d'accessoires de salaire qu'on trouve dans le privé. 13e mois, PEE, tickets restaurant, mutuelle, enfin tous les accessoires de salaire. Mais oui, on est en dessous de ce qui se pratique sur le marché. C'est une certitude, ce n'est pas notre point fort. La notoriété aussi, c'est un vrai problème parce qu'on est des petits acteurs locaux. On est connu uniquement sur notre territoire et évidemment, on attire moins de candidats spontanément que des enseignes connues sur le marché. Un autre frein aussi en tant que petite structure, ce sont les possibilités d'évolution professionnelle parce qu'aujourd'hui, les candidats qui arrivent, ils ont besoin de perspectives, ils ont besoin de se projeter et ils ont envie d'avoir des perspectives de carrière. Donc, on a moins de possibilités d'évolution en interne. Je ne dis pas qu'elles sont inexistantes, il y a des passerelles, mais elles sont moins importantes que dans des gros groupes. En tant qu'acteur public aussi, l'image d'Épinal peut-être de la fonction publique et du statut de fonctionnaire parfois n'est pas attractive. Et pourtant, c'est un leurre puisque une partie de nos salariés sont des salariés détachés de la fonction publique. Les restes des salariés, comme moi, sont recrutés directement du privé en contrat droit privé. Sur le poste d'ingénieur d'études et projets sur lequel j'ai travaillé récemment, effectivement, j'ai été confrontée à différentes problématiques. Là, le positionnement salarial, d'autant plus que les jeunes qui sortent de formation continue, comme je l'étais d'ailleurs à mon époque, sortent avec une référencement de leur école en leur disant vous allez tant sur le marché et ils ne sont pas prêts forcément à faire des concessions en début de carrière. Le rapport au travail a changé, vous l'avez déjà un peu évoqué dans vos propos. Et ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ils ont plus d'attentes, ils sont plus gourmands et ils sont moins prêts à faire des concessions pour démarrer leur carrière. Merci Madame Besançon. On va demander donc à Monsieur Dupuis ce qu'il en pense parce qu'on partage tous une connaissance commune, je dirais maintenant. Il est de notoriété publique que les jeunes générations, telles qu'on va les appeler, ceux qui sont appelés à nous remplacer, accordent parfois plus d'importance au sens donné à leur travail, voire la qualité de vie, qu'à des considérations salariales. Et parfois, dans la balance, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les choses ont justement évolué par rapport à notre propre génération, par exemple? Alors oui, effectivement. Moi aussi, j'appartiens à une ancienne génération. Et on constate effectivement que les jeunes font le choix maintenant, pour leur carrière et même pour leur salaire,
d'un choix de carrière qui est vraiment en fonction de leur credo de vie et peuvent refuser des offres auprès de grands groupes parce qu'il faut changer de région, il faut changer de territoire, il faut aller en ville. Et ils sont en capacité de refuser des offres d'emploi très belles, qu'on n'aurait, nous, pas refusées, personnellement, mais pour eux, oui. Donc les mentalités changent, les mentalités des personnes que l'on forme changent complètement. Vous l'avez dit, hein, ça a été très bien exprimé. Par contre, je confirme également que, alors je représente vraiment que le sommet de l'iceberg, hein, formation d'ingénieurs dans le domaine des ressources en eau. Depuis plusieurs années, on a, nous, une embellie quant au placement. Donc ça traduit effectivement ce qui nous a été montré par l'étude, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes et du coup, vous avez, de moins en moins de candidats par poste. Et nous, on constate effectivement qu'on place de plus en plus d'élèves directement à la sortie du stage, qui ont directement des métiers. Ou alors, beaucoup augmentent, enfin il y a un chiffre très important qui augmente vers une spécialité supplémentaire au niveau de thèse, avec de la recherche appliquée. On a beaucoup de jeunes ingénieurs qui vont vers ce profil-là. Mais je confirme, tout ce qui a été dit préalablement, c'est exactement ce qui se passe par rapport à nos jeunes, si je puis dire. Alors, il y a une deuxième voie de divergence ou d'éloignement des filières qui a été évoquée aussi, c'est la conversion d'un certain nombre de jeunes de formation supérieure vers d'autres métiers ou même complètement d'autres activités. Je vais juste donner un exemple. J'ai appris récemment qu'à l'école de boucherie française de Paris, qui recrute 35 élèves par an, la dernière promotion, 20 d'entre eux étaient Bac+5 pour faire un CAP. Voilà, alors donc ça me fait penser à ça. Alors est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est un phénomène que vous confirmez également, qui a pris de l'ampleur? Je le confirme. Alors nous, on n'est pas encore à de l'ampleur puisque les jeunes qui viennent dans nos formations nous ont identifié, ont fait le choix de carrière avec ces thématiques-là, notamment l'eau. Mais il y en a quand même malgré tout qui, à l'issue de la formation, décident de changer de manière radicale. Alors soit parfois par un attrait du milieu, alors l'industrie et notamment l'informatique, puisqu'ils sont formés aux techniques numériques et basculent vers le volet informatique qui est absolument pas en plein emploi, donc qui est un très fort pouvoir d'attractivité, ou alors vraiment un changement radical d'orientation pour faire autre chose. Voilà. Et effectivement, on voit ce pourcentage augmenter d'une année sur l'autre. Oui, Madame Zapata, vous confirmez? Oui, il y a des comportements qui ont changé. Il y a quelques années, à l'issue de l'école ingénieur, voilà, on avait un vivier important de candidats. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de thèse, de formation à l'étranger, de woofing aussi, les nouveaux modes d'activité, que ce soit qui allient à la fois le voyage, qui allient les aspects économiques et écologiques. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'eau, quand même, ça a du sens pour tout le monde. Mais les jeunes générations ne sont pas... je pense qu'il faudra qu'aussi, en tant que structure publique ou privée, on évolue dans la capacité aussi à les écouter, à les entendre et à répondre à leurs besoins. C'est vrai que les valeurs de travail ne sont plus les mêmes. Moi, j'ai été surprise il y a quelques années, chaque fois dans les entretiens où je leur demandais s'ils avaient des questions à poser, c'était les conditions de travail, le télétravail maintenant, les conditions salariales, pas tellement, sauf dans les métiers, attention, informatique. Oui. Mais ce n'est pas la valeur première qu'ils mettent en avant. Hein. La valeur première, c'est l'engagement dans une activité environnementale, l'action pratique sur le terrain, comme on le disait tout à l'heure, leur capacité d'influence et la notion d'immédiateté et de rapidité aussi, de voir les résultats de leurs actions. Bon, à l'agence de l'eau, on fait faire. Ouais. Donc c'est vrai que l'attractivité, je pense, il va falloir qu'on travaille sur notre marque employeur. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Fesque, je vous en prie. Oui, un petit complément. On a parlé tout à l'heure de concurrence dans la filière. L'étude a montré qu'on avait aussi une concurrence entre la filière et les autres filières. Et c'est lié à deux choses qui est étroitement lié à la structuration de la filière. On vous l'a dit, 5000 entreprises. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est partout en France. Et ça, c'est à la fois un avantage, mais aussi une difficulté, parce que prenons Toulouse, on pense tout de suite à aéronautique. On sait localiser l'industrie aéronautique facilement. Vous parlez l'eau,
ça se fait à Paris, ça se fait à Toulouse, en fait ça se fait partout. Cet avantage devient un inconvénient paradoxalement, lorsqu'on est en attractivité par rapport à des métiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit apparaître des nouvelles filières qui, jusqu'à présent, ne s'intéressaient pas au domaine de l'eau parce que c'était accessoire et qui, maintenant, tournent et ont une vraie demande autour de l'eau. Et je prends juste un exemple. L'usine Tesla en Allemagne a failli ne pas se faire parce qu'il y avait une problématique de l'eau. Ah oui. L'eau est étroitement liée à l'énergie. Et donc toutes les industries qui aujourd'hui, et Tesla, ça fait rêver, que ce soit un jeune ou un vieux, ça fait quand même rêver. Ben, vous vous appelez Tesla, vous vous appelez la commune de Toulouse, ben, désolé, je vais vers Tesla, parce que ça me fait rêver. Par contre, on a un vrai avantage, et ça, toutes les entreprises, toutes les collectivités nous le remontent, tous les secteurs, c'est qu'on est étroitement lié à l'environnement. Et on parlait de marque employeur. C'est vrai que pour les PME, une des premières actions lorsqu'elles veulent remettre de l'attractivité, c'est travailler sur la marque employeur. Merci Monsieur Fess. Monsieur Pronost, je vous laisse intervenir, bien sûr, non seulement pour poursuivre éventuellement ou détailler l'analyse que vous avez faite de l'étude que vous avez copilotée, mais aussi en tant qu'employeur vous-même, hein, si vous le souhaitez, puisque vous êtes aussi organisme de formation et vous avez plusieurs casquettes finalement, aussi en tant qu'organisme de formation. Mais je vous laisse rebondir sur ce qui a été dit précédemment, tout simplement. Oui, tout à fait. En fait, je voulais rebondir sur cette logique d'attractivité. Et donc, il y a des points positifs, c'est attractif. Il y a des points négatifs, c'est moins attractif. Mais surtout, ce dont il faut avoir conscience, c'est que ça se gradue aussi en poids en fonction des niveaux hiérarchiques. Je m'explique. C'est-à-dire que ce sens des valeurs, de l'environnement, lâché un peu sur le salaire, ça va être très porteur sur des cadres, des ingénieurs, voilà, et certains aussi, on l'appelle de l'argent, bien sûr, mais voilà, ils ont déjà un niveau salarial suffisant qui leur permet de lâcher sur ces critères-là. Mais il faut aussi, on est tous plus ou moins cadres, voilà, se mettre à la place des gens qui ont un niveau hiérarchique plus bas, donc une vocation salariale beaucoup plus basse, donc des niveaux de vie plus bas. Et là, le critère du salaire va peser beaucoup plus lourd, simplement pour assurer le niveau de vie de la famille. Oui, tout à fait. Voilà, et ça, c'est très très important. Et quand vous êtes sur les métiers de la maintenance, des opérateurs de maintenance, etc., ça a un poids énorme, parce que si vous êtes chef de famille, opérateur maintenance, ben, vous aurez là aussi plus intérêt à aller travailler chez Tesla que chez Veolia ou même à l'Office international de l'eau. Alors, je me posais quand même la question, puisque nous sommes dans la dernière conférence de ce cycle, que je disais, comme je le disais en introduction, de cette édition de Cyclo à Toulouse 2022. Et je me demandais s'il n'y avait pas un décalage aujourd'hui entre l'image qu'on peut se faire du secteur de l'eau, qui reste pour beaucoup peut-être une histoire de tuyaux, de robinets, de pompes, etc. Alors que depuis 2 jours, on parle désimperméabilisation, on parle solutions fondées sur la nature, on parlait encore précédemment de la réutilisation des eaux usées ce matin, par exemple. Et ce sont autant de sujets, me semble-t-il, et peut-être que Mme Zapata aura un avis là-dessus, puisque vous savez que ce sont des sujets qu'accompagnent très très largement les agences de l'eau, qui correspondent aux nouvelles compétences, par exemple, des communautés de communes, des EPCI, la compétence GEMAPI, par exemple, la gestion des milieux aquatiques, etc. C'est beaucoup d'autres notions et d'autres valeurs, si je puis dire, que des tuyaux, des robinets, hein, sans être caricatural. Qu'en pensez-vous ? Alors, tout d'abord, en premier point, oui, tous les nouveaux enjeux que vous venez de citer, on en parle ici, ils sont d'actualité et ça demande une évolution des compétences. Donc ça veut dire que les gens déjà en poste ou les futurs recrutés, il faut qu'ils acquièrent ce niveau de compétences. Enfin, la gestion alternative des eaux pluviales, etc., la gestion intégrée, tout ça, c'est important. Voilà, si vous êtes en bureau d'études d'une collectivité, il faut intégrer, mais ça va souvent... Il faut avoir conscience, c'est ma première remarque, que ça va souvent se porter sur des postes préexistants. On ne va pas créer forcément un nouveau poste uniquement pour faire de la gestion pluviale, de la gestion des eaux pluviales. Ça va être souvent des gens de bureaux d'études qui vont acquérir ces nouvelles compétences. Ça, c'est le premier point. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel des besoins reste quand même quantitativement sur
des métiers traditionnels sur lesquels on greffe ces nouvelles compétences. Et ce n'est pas forcément des nouveaux métiers. On parlait des nouveaux métiers de la digitalisation, oui, mais à l'échelle macro-quantitative, c'est un faible pourcentage. Par contre, l'ingénieur responsable du service eau et assainissement, il va devoir acquérir la compétence digitalisation, mais à la base, ça reste un ingénieur eau et assainissement. Oui, tout à fait. C'est surtout ces précisions-là que je veux apporter, sans, j'insiste bien, nier toute la pertinence des sujets actuels de développement dont on parle actuellement, mais qui quantitativement restent à une proportion en termes d'emploi plus restreinte et qui se déverse plutôt sur l'existant, sur les métiers existants. Oui, j'entends bien. Madame Besançon, vous avez entendu, vous avez assisté à nos échanges. Vous nous disiez tout à l'heure, vous représentez pour votre structure une cinquantaine d'emplois à peu près, c'est ce que vous disiez. Oui. Comment est-ce que sont abordées justement ces mutations? Est-ce que vous êtes concerné vous-même par la régie pour laquelle vous travaillez, sur des évolutions de métiers, avec des possibilités d'être un peu plus attractifs avec certains sujets qui peuvent attirer plus facilement que d'autres? Alors, je voulais revenir aussi sur l'attractivité des métiers. Je vous rejoins sur le fait de la recherche de sens au travail, qui est vraiment quelque chose de prégnant aujourd'hui sur le marché. Des jeunes qui viennent chercher, qui ont envie de travailler en lien avec des problématiques d'environnement, d'écologie, qui ont vraiment ce sens et qui ont à cœur de sauver la planète. Alors, je vous rejoins dans nos métiers. Il y a quand même des métiers d'exploitation pure et dure qui ne contribuent pas à sauver la planète et qui sont de la gestion, mais on est quand même de plus en plus impliqué sur les recherches d'économie, les économies énergétiques. Là, on est en train de recruter un jeune ingénieur pour travailler sur les pistes d'économie énergétique. Et oui, nos métiers sont en mutation, mais ces mutations, je vous rejoins, elles sont assurées par les gens qui sont déjà en poste. En revanche, on essaye on a une image d'un métier statique et d'un métier pas technique, c'est absolument pas le cas. Les métiers de l'eau sont des métiers très techniques où la technologie a tout son sens. On a des kilomètres de réseaux équipés de fibres optiques. Notre équipe maintenant c'est parti en formation automatisme il y a 15 jours environ. On est sur des métiers qui sont en pleine mutation. Et il faut amener aussi nos collaborateurs à se développer et à avoir envie de se développer. Ça, c'est parfois un challenge parce qu'on a un public, je ne parle pas des publics d'ingénieurs ECAD qui ont fait des grandes études et qui ont l'habitude de se mettre en situation d'études, mais des gens qui sont sur le terrain toute la journée, sont en général des gens qui n'aiment pas trop être assis derrière un bureau. Les envoyer en formation, et même les formations loyaux qui sont très bien faites pour ça, c'est passionnant. Sur le moment, ils freinent un peu des cas de fer parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver en situation toute la journée en formation. En revanche, quand ils reviennent de formation, non seulement ils ont appris de nouvelles choses, ils ont questionné un peu leur façon de travailler, et à leur tour, ils se sont valorisés, ils ont envie de continuer à promouvoir et à dispenser en interne ce qu'ils ont appris. Et effectivement, un des challenges de la fonction RH aujourd'hui, c'est d'accompagner cette mutation des métiers. Ça devient quelque chose de critique pour assurer la pérennité de nos organisations. Alors justement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'équilibre entre formation initiale, formation continue, par exemple? Est-ce que ça peut avoir une incidence, et si oui, laquelle? Alors, je reviens effectivement sur la notion de formation initiale. Quand on recrute, au départ, tout le monde cherche le mouton à 5 pattes. On cherche le candidat qui aura le bon diplôme, dans la bonne école, qui aura l'expérience qui va rassurer le recruteur et qui pourra s'intégrer au poste rapidement. On a compris qu'il ne fallait plus procéder comme ça et qu'on n'y arriverait plus. On a moins de candidatures, vous le précisiez, Madame Zapata, le nombre de candidatures baisse en poids par rapport aux années précédentes. Et ce qu'on va aller chercher chez les candidats, ce sont des compétences qui sont liées à leur expérience professionnelle, à leur vécu, en partie à leur formation initiale, et qu'il va falloir identifier et développer. Aujourd'hui, le mot consacré dans les RH, c'est on identifie les soft skills, on va dire. Les savoir-être plutôt que les savoir-faire, tout autant, au moins. Exactement. En revanche, je voulais également donc rebondir sur le choix des formations. Parfois, je me rends compte lors d'entretiens qu'effectivement, quand on est jeune, on fait le choix d'une formation
et qu'en cours de route, on peut se rendre compte que soit on a fait fausse route et que ce n'est pas tout à fait le domaine dans lequel on se projette dans sa vie professionnelle, soit on découvre autre chose, soit effectivement aujourd'hui on constate que beaucoup de jeunes tout d'un coup par conviction ou par projet de vie, abandonnent complètement leur sujet d'études initiales et vont se tourner vers d'autres filières qui n'ont rien à voir, boulanger, pâtissier. Et je pense qu'en plus la période de Covid a accéléré cette réflexion-là sur la vie. Et effectivement, il faut trouver un équilibre entre trouver les candidats qui ont déjà de la formation et accélérer la formation continue, parce que je ne sais pas quel est le bon équilibre, mais je reste convaincue que l'effet d'expérience reste important. Les Français sont très, contrairement aux Anglo-Saxons, sont très rassurés par les diplômes. Il faut avoir le bon diplôme. Alors on se rend bien compte que les compétences qui n'ont pas été acquises en cycle d'études et en formation initiale sont compliquées après à acquérir, mais les passerelles ne sont pas impossibles. Donc voilà, il faut être créatif aussi dans nos secteurs et pouvoir parfois attirer des gens qui n'ont pas forcément toutes les compétences. Merci Madame Besançon. Monsieur Pronost, vous vouliez rebondir là-dessus? Oui, pour illustrer ce que vient de dire Madame, c'est que notamment sur le bassin Adour-Garonne, je ne citerai pas le département, ouais. En fait, on voit des gros syndicats départementaux qui quasiment renoncent à recruter des profils maintenance électromécanique. Ils renoncent, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils décident de recruter des gens en métier de l'eau, voilà, ou peut-être même d'autres métiers, justement sur ces savoir-faire, et ils vont parier sur le fait de les former à l'électromécanique. Donc sur des cursus de formation interne professionnelle assez durs, parce que bon, si vous n'avez pas de base en électromécanique, on part de loin, parce que si vous n'êtes pas électricien déjà, il faut l'habilitation électrique, il faut déjà commencer par ça. Et donc ils font des parcours, mais ils n'ont pas non plus l'ambition de les amener à un niveau d'électromécanique comme dans un service au assainissement classique. Ils vont compléter ça en se disant, ces gens-là vont faire la maintenance courante, et quand on aura des opérations lourdes de maintenance, on va faire appel à des sociétés de maintenance spécialisées, à des prestataires. Et donc, c'est quand même assez fort. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez l'enjeu. C'est que c'est le service RH qui dit « j'ai du mal à recruter, donc je vais changer la gestion de l'opération de maintenance. Je vais faire migrer en compétences des gens qui ne sont pas des professionnels de la maintenance en les formant. Et par contre, pour les opérations vraiment très très pointues, je fais appel à des sociétés spécialisées. » Monsieur Fesque. Oui, alors je vais exactement rebondir sur ce qui vient d'être dit. Parce que là, on a fait un constat, on pourrait penser que c'est un peu... on a du mal à recruter. Donc il y a au niveau de la filière 2 actions qui ont été lancées ou qui vont être lancées. La première va tourner autour de cette notion de métier et compétences. Et l'idée du prolongement de cette étude, c'est d'établir un référentiel métier et compétences sur les 8 métiers en tension. On a vu tout à l'heure, c'est 50% quand même des besoins à venir. Ce qui permettra de fonctionner en compétences et non plus en j'ai besoin d'un ingénieur machin ou d'un technicien en titre. Ça, c'est la première action et ça, c'est prévu dans l'avenant au contrat de filière. Donc, au niveau de la filière, avec le ministère du Travail, l'avenant sera signé après les élections présidentielles, mais c'est qu'une question de temps. Mais cette première approche. La seconde approche, c'est côté PME, côté employeur, où là aussi on voit que nos besoins d'attractivité nécessitent de changer aussi la manière dont on se présente. Et donc avec BPI France, avec le ministère de l'Industrie, on a lancé un accélérateur PME dédié à la filière de l'eau, sur lequel on a un travail au niveau de la marque employeur, de l'aspect RH, purement et simplement. Et là, ce second aspect, on lance la seconde promotion au mois de mai. Les PME peuvent encore s'inscrire. Et la première promotion, il y avait 18 entreprises qui ont suivi cet accélérateur. Très clairement, ça a changé totalement la manière de recruter. Et ils ont connu à la fois de la croissance en chiffre d'affaires, mais aussi en nombre de salariés.
Merci beaucoup, Monsieur Fesque, et surtout merci pour cette transition avec la partie qui suit naturellement nos échanges et notre débat, qui concerne les solutions. Et donc, vous avez commencé à mettre, en lumière, à savoir, c'est ce à quoi je vous proposerai de répondre à partir de maintenant. Quelles sont vos propositions? Quelles sont les solutions à vos yeux à proposer pour les recruteurs que vous êtes d'ailleurs tous les uns et les autres, pour rendre les offres plus attractives? Comment rendre la filière plus attractive en général? Évidemment, vous avez peut-être un point de vue plus personnel ou selon vos propres savoir-faire. Je ne sais pas, Madame Zapata, par exemple, ce que vous pourriez proposer en tant qu'agence, qu'est-ce que vous partagez avec vos collègues des autres agences en France qui vous permettrait d'être plus attractif demain? Oui, on a dû revoir notre politique de recrutement en termes d'outils, tout d'abord, parce que il y a 2 ou 3 ans, on avait un outil interagence et la place de l'emploi public, puisqu'on fait appel à des fonctionnaires. Donc, on a développé les réseaux sociaux pour toucher les populations, les nouveaux jeunes. Nous avons aussi participé à des forums, nous faisons des films pour améliorer notre marque employeur, pour essayer d'attirer les nouveaux talents. Et après, nous avons des actions aussi en matière de fidélisation. On s'est rendu compte, il y a quelques années, on avait un parcours d'intégration très développé qu'on avait abandonné parce qu'on recrutait moins. Et là, on a eu une arrivée importante de nouveaux. Et on a développé le parcours d'intégration parce qu'on s'est rendu compte que cette nouvelle génération est certes, se dit très autonome, très responsable, mais qui a aussi besoin d'être écoutée, d'être encadrée, mais pas encadrée comme on pouvait l'avoir avant. Et je pense qu'il faut qu'on évolue aussi en matière de management. Les jeunes n'attendent pas un management directif. Hiérarchique, mais plutôt d'écoute, d'empathie. Et je pense qu'on a un petit travail à faire au niveau des agences de l'eau aussi par rapport à ça, pour non seulement attirer, mais fidéliser. Parce qu'on se rend compte que l'emploi à vie n'existe plus, n'est plus recherché. C'est peut-être l'une des caractéristiques sur lesquelles nous sommes peut-être passés un peu vite aussi, mais ce n'est pas les grandes qualités non plus de cette nouvelle génération que la fidélité, qui est une valeur certainement plus proche de notre génération que de la leur. Voilà. Oui. En rentrée, c'est vrai, dans l'agence de l'eau. C'est pour parler politiquement correct. Je vois Monsieur Dupuis opine du chef, mais on s'est compris, quoi. Voilà. Mais on le constate, cette évolution de recherche. Et oui, ils n'hésitent pas à partir. Et on a des constats, nous, dans le recrutement assez nouveaux. C'est-à-dire soit des candidats qu'on a choisis qui ne viennent pas, soit des gens qui partent dans les périodes d'essai, qui se disent je me suis trompé. Donc ça devient, voilà, il y a tout un travail à faire en matière RH qui est très intéressant pour fidéliser aussi ces nouveaux candidats. Mais pas forcément sur un long terme comme on a pu vivre aussi, parce que c'est pas non plus souhaitable. Mais voilà, on sait bien qu'en RH, 5-6 ans, c'est quand même correct pour, j'allais dire, à la fois profiter de ces nouvelles compétences et de ce nouvel apport. Mais surtout quand il y a un gros investissement au départ, comme vous l'avez cité en exemple tout à l'heure, Monsieur Pronos, quand on commence à accompagner les jeunes par un nouveau cursus de formation, etc., on compte un minimum sur leur fidélité, au moins pendant un certain temps, pour envisager un certain retour sur investissement, j'imagine. Voilà. Et par contre, on parlait de compétences tout à l'heure. Moi, je pense qu'en formation professionnelle initiale, on a vraiment un grand panel de formations. Et nous, on s'oriente plus, puisqu'on n'est pas on fait pas sur le terrain, on fait faire. Donc, on a des compétences que nous recherchons beaucoup plus, qui relèvent aussi beaucoup plus de secteurs peut-être comme la faculté de sociologie, des données économiques, des données socio-psychologiques, pour avoir ces compétences nouvelles en termes d'animation sur le territoire, plus politique. Et sciences humaines peut-être. Sciences humaines, et on a développé aussi l'apprentissage, qu'on avait un peu abandonné, faute de moyens, faute de temps. Mais ça revient en force par la force des choses, justement, c'est le cas de le dire. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Dupuis, je reviens vers vous dans un instant, mais je vais demander également le point de vue de Madame Besançon. Quand vous nous avez déjà donné à voir quelques leviers que vous employez, que vous commencez à employer pour être plus attractif ou pour contourner cette difficulté à recruter, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela, ou quels sont les points sur lesquels vous voudriez insister? Quelles sont les bonnes pratiques que vous auriez déjà testées, éprouvées et que vous souhaiteriez partager?
J'aimerais bien vous dire qu'on a trouvé la recette magique, mais je pense qu'on n'est pas encore parfait en la matière. Par contre, on essaye d'être créatif. Et effectivement, l'attractivité de l'entreprise, ça se construit déjà au travers de l'image. On a commencé à évoquer la marque employeur, l'engagement écologique, l'engagement éthique, la santé financière. Et de plus en plus, la qualité de vie au travail sont des éléments qui attirent les candidats et qu'il faut absolument intégrer dans sa politique RH. Chez nous, ça commence par la communication et la façon dont on rédige les annonces qui se veulent, je pense, un peu originales et qui mettent justement en avant les valeurs humaines, la volonté de mettre l'accent sur le travail collaboratif, l'intelligence collective. Vous avez parlé, Madame Zapata, aussi du rôle et de l'évolution du management. Effectivement, il y a une attente forte. On n'est plus sur un management hiérarchique, lourd. Il faut repenser cette façon de faire. Et, à titre d'exemple, effectivement, on a aussi misé sur l'alternance. On a actuellement 4 jeunes en apprentissage, dont un jeune qu'on a recruté récemment en communication. On se rend bien compte que la communication, c'est un métier à part entière et qui concourt à différents sujets à promouvoir nos métiers et à travailler sur la marque employeur. Donc, on a un jeune maintenant qui va régulièrement assister au chantier, qui prend des vidéos, qui fait de la promotion sur les réseaux sociaux aussi. Et c'est comme ça qu'on va attirer des talents. C'est aussi en communiquant sur nos métiers et en rendant nos métiers plus attractifs. Le parcours d'intégration, c'est aussi quelque chose que l'on pratique systématiquement dans les premiers jours, avant que les personnes soient happées par leur quotidien et rentrent dans leur poste, parce qu'après, c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est important, effectivement, pour qu'ils se sentent intégrés, de voir l'ensemble des métiers, des équipes. Et après, ils ont les connexions et c'est plus facile de travailler avec l'ensemble des services. Je reviens sur la notion de management qui me paraît vraiment importante. Chez nous, on a renouvelé justement l'équipe d'encadrement, c'est fortement renouvelé ces 2 dernières années. Et on a tous suivi l'année dernière une formation en management. Et depuis, les responsables d'équipe s'attachent à mener ce qu'on appelle on peut appeler ça des points fixes réguliers ou des one-to-one avec chaque collaborateur. Ce sont des moments fondamentaux pour prendre la température du quotidien, faire du préventif, donner de l'attention à chacun. La dimension d'équipe, elle est importante, mais l'attention que vous accordez à votre collaborateur, elle est cruciale. Et justement, ça concourt à accompagner et à fidéliser les collaborateurs. Ça, c'est important. Dans la façon de travailler aussi, on est quand même dans une ère où on doit promouvoir on promeut le travail d'équipe, la confiance, la cohésion d'équipe, l'intelligence collective. Tout ça sont des nouveaux modes de travail qu'il faut vraiment intégrer, qui sont importants. L'innovation, vous en avez parlé aussi au travers de différents points déjà abordés. Chez nous, par exemple, chaque collaborateur a dans ses objectifs annuels un objectif en lien avec l'innovation. Même sur des métiers administratifs qui ne paraissent pas révolutionnaires, mais c'est de proposer une amélioration, un point d'innovation dans son métier. Vous faites appel à leur créativité tout au long de leur Exactement. Voilà. Et on prend conscience en vous écoutant de l'évolution de votre métier également, parce que j'étais en train de vous imaginer en tant que recruteur ou dans un entretien d'embauche où en d'autres temps, on demandait plutôt aux candidats qu'est-ce que vous avez de plus que votre concurrent, alors qu'aujourd'hui, on vous demandera plus de vendre votre boîte, pour parler trivialement. C'est ça que vous allez devoir faire, et je vois que Mme Zapata approuve. Oui, Madame Besançon. Oui, je finis juste là-dessus, vous avez raison. Alors oui, je pense que la façon dont on aborde les candidats, elle est importante. L'attention que vous accordez à répondre rapidement quand quelqu'un candidate, à lui faire un suivi, ça aussi c'est important. Ça donne une image quand même attractive de l'entreprise. Et l'attention que vous accordez aux candidats, ça commence par ça. Les premiers échanges. Et puis, oui, on est un peu les ambassadeurs de notre entreprise. Ouais, ouais. Donc, absolument jouer ce rôle-là. Et une des actions attendues aujourd'hui beaucoup, au-delà du sens au travail, c'est aussi l'accompagnement ça va au-delà de l'aspect professionnel. On a parlé d'activités sportives, télétravail, des moyens pour faciliter la vie aussi des collaborateurs. Ça sont des axes forts. Je vais vous donner quelques petits exemples de ce qu'on a fait chez nous qui montrent l'envie d'apporter du plus aux collaborateurs. On a chez nous des jardins partagés où les collaborateurs peuvent avoir un petit lopin de terre et faire leur potager s'ils en ont envie. Alors tout le monde n'a pas une âme de jardinier, mais ceux qui adorent ça sont ravis de pouvoir le faire.
Et on a proposé des activités sportives sur le lieu de travail. Alors, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, ça s'est un peu stoppé. Là, on est en train de remettre tout ça en œuvre. Et les moments de convivialité, ce sont des moments qui font la différence aussi dans l'entreprise. Donc, on a à cœur régulièrement de pouvoir célébrer. Cette semaine, par exemple, on a célébré nos nouveaux locaux là, dans l'arrière-pays, puisque dans le cadre de la loi NOTRe, on s'est étendu, on a créé une nouvelle antenne et on a convié l'ensemble des collaborateurs avec les élus à venir célébrer ces petits instants-là. C'est vraiment important. Ah, vous allez bientôt devoir investir dans les baby-foot et les toboggans pour se rendre à la cantine, comme on l'a déjà vu par ailleurs. Alors, Monsieur Dupuis, on voit bien à quel point le métier des recruteurs a changé, des RH a changé. Le moins qu'on puisse dire, si vous permettez l'expression, Madame Besançon, c'est que vous mouillez votre chemise. Vous cherchez des solutions de tous ordres pour effectivement rendre votre métier, votre secteur, vos activités plus attractives. Du point de vue de la formation et du point de vue de l'enseignement, Monsieur Dupuis, comment est-ce qu'on peut valoriser encore plus avant les métiers de l'eau, en particulier dans les cursus de formation et notamment ce que vous portez dans vos propres domaines de compétences? Alors déjà, un avantage, les métiers de l'eau que je représente ici en termes de formation sont très attractifs. On est des filières où on a le choix, on est des filières élitistes. Au niveau des études, oui. Au niveau des étudiants, le nombre de sollicitations pour un nombre de places N est à peu près 5 à 10 fois supérieur. Ah oui, d'accord. Donc on choisit. Alors on a déjà la quasi-certitude que les jeunes que l'on forme ont identifié le projet et viennent pour se former à ces métiers. Malgré tout, on a quand même fait, on essaie de faire des efforts dans l'enseignement supérieur et le diplôme, ça a été dit tout à l'heure, c'est en fait porte la connaissance. Maintenant, ce que je pense que les recruteurs autour de la table le savent, c'est le supplément au diplôme qui va indiquer quelles compétences sont associées à ces formations. Alors, ce n'est pas un bas mot de le dire que ça a été une révolution pour nous, parce que passer de la formation de connaissances, on sait à peu près faire, à quelque chose traduit en compétences, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, sachez que pour tous les diplômes, c'est demandé au niveau national. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement par rapport à tout ce qui est demandé et ce que les recruteurs peuvent avoir. Donc les compétences, ça, pour nous, c'est nouveau. Ça a demandé des efforts. Et puis, on s'adapte aussi en faisant une offre de formation tout au long de la vie. Avant, il y avait des organismes spécialisés comme l'OIO qui avaient, on va dire, ce savoir-faire est presque précaré. Nous, là, maintenant, l'enseignement supérieur, le ministère, le MESRI, nous demande de nous aligner de plus en plus sur des formations tout au long de la vie qui viennent en complémentarité de ce qui est déjà offert. Donc, on va vers de l'apprentissage. Donc là aussi, la formation continue va être un levier tout à fait important. Hein. Alors, l'apprentissage ou quelque chose de plus court, parce que sur les écoles d'ingénieurs, toutes les écoles ne le font pas, ça dépend vraiment du domaine de spécialité. On va aller sur les contrats pro de dernière année, par exemple. Moi, dans mon école, on a fait le choix de ne pas aller sur de l'apprentissage sur 2 ans, parce que nous, c'était 2 ans d'apprentissage, mais d'aller faire sur une seule année, en dernière année, de contrat de professionnalisation, pour justement permettre cette adaptation au marché de l'emploi et puis cette interconnexion entre la formation et les employeurs. C'est ça le gain, en fait, pour l'élève, pour les élèves. Ah ouais. Merci, Monsieur Dupuis. Alors, Monsieur Fesque, je vais vous demander de réagir parce que je vais être un peu taquin avec le directeur d'établissement et d'école supérieure qui vient de s'exprimer, mais il a, sur le plan purement marketing, vous nous disiez que vous n'aviez aucun problème d'attractivité, mais je veux dire, rien que le nom de votre école, forcément, il porte des valeurs intrinsèques. Quand vous vous appelez École nationale supérieure environnement, géoressources, sous-entendu ressources planétaires au sens large, ingénierie du développement durable, je ne pense pas qu'il y ait de problème d'attractivité compte tenu du profil qu'on a décrit précédemment. Maintenant, on a compris aussi qu'il y a beaucoup de conversions à l'issue de ça ou de prolongement de la formation de l'enseignement supérieur vers d'autres spécialités. Alors, comment est-ce qu'on évite cette érosion éventuelle ? Alors, c'est souvent de la reconversion. Typiquement, moi, dans mon école, on va des géoressources, vous l'avez dit, y compris pétrolières, de l'huile, et on a de moins en moins de jeunes qui veulent s'engager vers de la ressource minérale, de l'extraction minière ou du pétrole. Oui, j'ai eu l'occasion de lire des études auprès d'élèves de 3e année d'école d'ingénieurs. 84% d'entre eux disaient « je ne travaillerai jamais pour les industries fossiles, pour les énergies fossiles ». Typiquement. Voilà. Typiquement. Alors qu'il y a quand même encore un besoin de transition et donc de compétences. C'est pas un claquement de doigts. Et du coup, on accompagne ça en montrant la diversité. Alors, je parle d'une école d'ingénieurs, je représente vraiment la partie supérieure de l'iceberg, mais
Moi, par rapport à mon contingent d'enseignants-chercheurs qui participent à la formation et par rapport à des professionnels qui interviennent, j'ai 3 fois plus de professionnels que de membres permanents au sein de mon école. Ah oui. Donc vous voyez que les interconnexions avec le monde du travail se font de plus en plus. Et plus vous allez en dernière année, plus il y en a. D'accord. Très bien. Monsieur Fesque. Oui, si on regarde au niveau de l'ensemble de la filière, c'était dans les chiffres, alors c'est un peu caché, en offre de formation initiale, on forme suffisamment de personnes, Ouais, que ce soit au niveau ingénieur ou que ce soit au niveau CAP. Ce qu'on a constaté en termes de statistiques, mais vous prenez n'importe quelle école, ils vous le diront, on constate que des gens qui sont en CAP ne vont pas s'arrêter au CAP et vont continuer leurs études. Et donc les besoins de techniciens, en fait, ils ne sont pas remplis. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est étroitement lié à un des points qu'on a cité, c'était la rémunération. Et on est obligé d'inventer d'autres éléments. Mais on est bien payé, mais pas tant que ça quand même sur des métiers assez techniques. Donc on peut jouer sur l'attractivité, sur le fait qu'on peut rester dans sa région, sur son territoire, et faire une action sur son territoire. Mais voilà. Le deuxième point qu'on voit dans l'étude, c'est que une fois qu'on a formé des gens, ils ont progressé, ils ne restent pas dans le domaine de l'eau, tout simplement parce que d'autres secteurs industriels, ils se verdissent aussi. Ils ont la problématique eau, environnement, et donc ils s'échappent. De leur filière naturelle. De leur filière naturelle, de Ouais, leur oui. filière de formation. Ouais, ouais. C'est pour ça que, effectivement, sur l'ensemble de la filière, l'alternance s'est développée. Ça, c'est un constat et va continuer à se développer. Qu'on arrive à retenir les gens en faisant changer leur métier, mais ça nécessite de la formation continue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la priorité dans toutes les entreprises, dans toutes les collectivités, c'est quand même la sécurité des collaborateurs. Et donc, il y a un budget formation sécurité très important qui vient manger sur le budget développement de nouvelles compétences. Mais ça, c'est en train de changer aussi. Donc beaucoup de perspectives en tout cas. Tout à fait, nous l'avons bien compris. En tout cas, merci pour ces propos et ces premières solutions que vous avez bien voulu partager à ce stade. Je me tourne comme convenu, comme promis, vers notre assistance, le public présent, pour vous proposer d'éventuelles questions que je ne vous aurais pas posées à ce stade. Si vous aviez également de votre part des témoignages, n'hésitez pas à vous exprimer également. Y a-t-il des questions à ce stade? Monsieur, je vous en prie, on va vous passer le micro dans un instant. Je vous laisse vous présenter ou vous représenter, puisque je crois me souvenir que vous êtes déjà intervenu. Non, pas vous, alors pardonnez-moi. Mais je crois qu'il y avait quelqu'un à votre place au même endroit ce matin, voilà, qui devait vous ressembler, semble-t-il, me semble-t-il. Je vous laisse vous présenter, nous dire qui vous êtes pour qu'on puisse vous situer et nous faire part de votre question ou de votre témoignage. Voilà, bonjour mesdames, messieurs. Donc, je suis Jean-Michel Magnas, enseignant en bac pro procédé de la chimie de l'eau et en BTS métier de l'eau en Ariège. Donc déjà, j'ai un petit peu bouilli tout à l'heure, puisque dans le référentiel BTS métier de l'eau et dans les heures, il y a de la maintenance, il y a de l'électromécanique. Alors certes, ce n'est pas un BTS de maintenance, ça c'est sûr. Mais ils sont formés. Ce que j'entends un peu surpris, puisque le gros syndicat d'Ariège, par contre, met toujours l'accent sur l'électromécanique. Effectivement, on est en partenariat avec eux, donc on rencontre les gens régulièrement là-dessus. Donc ils nous l'ont dit, il y a dernièrement on me l'a redit pareil. D'abord, il faut des compétences électromécaniques. C'est vrai qu'un conducteur sur une usine d'eau potable ou sur une station d'épuration, et surtout une petite unité, va surtout rencontrer des problèmes d'électromécanique. Le process, c'est quand même beaucoup plus rare. Voilà. Au niveau poursuite d'études, effectivement, BTS métier de l'eau, donc nous on a 4 ans de recul. Ouais, je crois que c'est 25% qui poursuivent en licence pro et pas forcément des licences qui sont sur des métiers de l'eau. Ils vont s'élargir éventuellement sur du déchet, des choses comme ça, et c'est des gens qui vont être perdus pour le domaine du métier de l'eau. Et effectivement, les salaires aussi, surtout quand on est avec les bacs pro procédés à la chimie de l'eau, quand ils voient ce qui est produit dans l'industrie chimique au sens général, que ce soit le cosmétique, le pharmaceutique, on leur parle de l'eau, métier passionnant, tout ça, mais les salaires sont très inférieurs, en fait, sont bien inférieurs effectivement.
Et ça joue sur effectivement l'attractivité des métiers pour que les gens poursuivent dans l'eau. J'ai eu beaucoup de bons éléments en bac pro qui ont intégré des entreprises, mais c'est du domaine de la chimie, quoi. C'est surtout cette partie-là. Monsieur Pronost, oui, je vous en prie. Je voulais terminer après. Bon, voilà. C'est aussi, on rencontre aussi ce problème bac pro, BTS moins quand même. BTS, on a des candidats, sauf cette année, je ne sais pas si c'est un effet Covid, là par contre on a recruté moins que d'habitude d'étudiants. Mais en bac pro, c'est vrai qu'aussi on a un déficit de recrutement. Merci monsieur pour ce témoignage complémentaire. Monsieur Pronost, vous souhaitez réagir? Puis droit de réponse sur la première partie. Oui, bien sûr. Déjà, je tenais à vous rassurer parce que l'Office international de l'eau, premièrement, est associé à des BTS Gémeaux, notamment le BTS Gémeaux d'Ahin. Je ne sais pas si vous connaissez le lycée d'Ahin qui fait un BTS Gémeaux, métier de l'eau. Et donc, il y a tout un tas de parties pratiques sur la maintenance électromécanique qui est assurée par les enseignants, par les formateurs de l'Office international de l'eau dans le BTS Gémeaux d'Ahin. Donc on sait très bien qu'il y a de la maintenance électromécanique dans les BTS Gémeaux, dans les lycées techniques. Donc ça, c'était le premier aspect. Tout comme dans les licences pro, hein, l'Office international de l'eau est aussi associé sur des licences pro réalisées sur Limoges. Et puis nous venons de lancer un niveau technicien traitement des eaux, donc c'est un bac professionnel en fait, hein, qui est lancé en partenariat là aussi avec le lycée d'Ahin, avec ce lycée d'Ahin qui lance ces BTS Gémeaux. Et à l'intérieur de ces cursus qu'on a co-conçus avec eux, on sait très bien qu'il y a de la maintenance puisqu'on va assurer ces cours-là. Donc je tenais à vous rassurer par rapport à ça. De plus, vous parliez de l'Ariège. Voilà. Ben donc le SMDEA de l'Ariège, malgré toutes vos capacités, que je ne nie pas, et celle de l'Office international de l'eau associé aussi, eh bien, il manque toujours de la compétence électromécanique. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que, certes, vous avez ces activités qui répondent en partie, et nous-mêmes on répond aussi en partie, mais il n'empêche que le SMDA de l'Ariège a toujours ce besoin-là. On le sait puisqu'on est en contact avec eux. Voilà. La prochaine fois qu'on viendra, on ira vous rencontrer. Mais donc, et leur besoin ne suffit pas. Et quand je vous disais que ce syndicat-là, en fait, il fait justement partie de ces syndicats qui se posent la question comment toujours encore répondre aux besoins de cette compétence maintenance électromécanique, puisqu'ils n'arrivent pas, et bien justement, ils vont plutôt prendre des BTS gestion métier de l'eau et ils vont les laisser au niveau de leur connaissance d'électromécanique. Mais vous avez bien dit qu'ils ont un vernis, des capacités en électromécanique, mais ce n'est pas des spécialistes de l'électromécanique. Et donc, sur les opérations pointues, c'est là qu'ils auront besoin d'autres compétences. Ouais. Voilà. Et c'est également très, très important. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre première partie, mais on connaît très, très bien ce contexte-là, et tout particulièrement celui de l'Ariège. Voilà. Merci, monsieur, pour votre question et merci pour cet échange qui continue d'illustrer notre sujet, notre propos. Je me retourne une dernière fois vers vous si vous souhaitez ajouter quelque chose ou si vous souhaitez poser une question à tel ou tel de nos intervenants. Sinon, je vais vous proposer de passer au mot de la fin, en quelque sorte, en proposant à chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous, éventuellement un dernier message, ou soit de revenir sur l'un de vos messages principaux, soit en ajouter un. À l'attention, je pensais en particulier à ceux qui pourraient nous écouter, notamment dans le cadre de l'enregistrement de cette conférence, qui sera disponible en replay sur le site de Cyclo, et dont sera faite la promotion auprès notamment de futurs candidats éventuellement au métier de l'eau, et donc peut-être de futurs recrutés potentiels. Donc je vous laisse éventuellement à leur attention nous faire part de vos derniers messages. Madame Besançon, pour commencer, si vous voulez. Je voudrais rebondir sur, justement, faire le lien avec la formation BTS Gémeaux que vous animez, Monsieur Magnas, pour vous dire que je fais la chasse à mes responsables de service. Quand je vois des jeunes qui ont envie de venir faire des stages et qui nous sollicitent, je les tanne pour qu'on les prenne, parce que c'est justement en donnant la chance à des jeunes de se faire une première expérience qu'on va leur donner envie de travailler dans le secteur et qu'on va les attirer, qu'on va les fidéliser. Donc il faut vraiment qu'on ait les meilleurs échanges possibles avec les écoles et les
partenariat et jouer le jeu parce qu'on sait tous que c'est compliqué quand même de trouver un premier job, même si on a une filière qui est en recherche de talent et qui est toujours en déficit. Ces jeunes, il faut les capter, il faut aller les chercher assez rapidement. Ce dont je me rends compte également, c'est que ces métiers sont des métiers de passion et que j'encourage. On a par exemple des actions, nous, au niveau des écoles, où chaque année on reçoit des jeunes, on leur montre nos installations, on leur montre ce que c'est que le parcours de l'eau, on leur fait visiter des stations d'épuration. Alors c'est vrai, ça sent pas très bon, c'est pas forcément toujours, il y a des métiers, des aspects du métier qui sont pas toujours ragoûtants. En revanche, je me rends compte que ce sont des métiers de passion et parfois on a des jeunes qui étaient venus à l'école avec la classe et la maîtresse et qui reviennent quelques années après, qui viennent nous solliciter parce qu'on leur a laissé une belle image. Et globalement, on a quand même un très faible turnover chez nous. Les gens partent pas. Ils partent très peu. Alors, c'est pas forcément un bon signe. C'est bien aussi quand il y a du turnover naturel, parce que c'est sain. Mais on rend compte que les gens qui ont commencé à mettre les mains dans ce métier-là, en général, se révèlent dans ces métiers et ont envie de continuer. Donc, on a encore plein d'atouts à jouer pour attirer des gens dans ces filières-là, et ce sont vraiment des métiers de passion. Merci beaucoup, Madame Besançon. Madame Zapata, un petit mot là-dessus, peut-être Oui, j'allais dire que nos missions et nos métiers ont vraiment du sens pour tout le monde. La qualité de l'eau, que ce soit en quantité ou en qualité, ça parle pour tous. Et notamment dans le cadre du changement climatique, on entend beaucoup parler de ces effets-là. Donc je pense qu'on va s'adapter à la fois à la demande, essayer de nous améliorer, parce que c'est l'objectif aussi, c'est d'écouter et de prendre en compte ces nouvelles attentes. Et je pense qu'on a de l'avenir, oui, à la fois pour des débouchés de jeunes qui sortent des écoles, mais tout au long de la vie professionnelle, oui, on accompagne, on forme grâce à des organismes tels que le RIO ou d'autres formations, et on est à même à répondre à la fois aux attentes de ces jeunes et qui viennent vers nous pour répondre à la fois à aussi leur sens et leurs valeurs qu'ils attendent. Merci Madame Zapata. Monsieur Dupuis, vous nous avez exprimé tout à l'heure tout le plaisir et la fierté que vous aviez à avoir un établissement aussi attractif, on l'a bien compris, mais en lien avec ce qui s'est dit précédemment, peut-être un mot de votre part également pour... Oui, un mot, un métier de passion, c'est exactement ça, un métier ouvert vers l'international. La filière de l'eau en France, c'est une filière d'excellence, elle est connue partout dans le monde entier. Donc on peut travailler absolument où on veut, partout sur la planète. Je rejoindrai la problématique du changement climatique parce que malheureusement, les contraintes que l'on a actuellement, alors je les entends d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue future disponibilité de l'eau, quantité, qualité, on a d'énormes enjeux à venir et je pense que ça sera encore plus un métier d'avenir. Il faut anticiper. Exactement. Et il faut absolument assurer cette transition. Monsieur Pronost et Monsieur Fesque, dans cet ordre, si vous le voulez bien, pour que nous ayons une vision complète et exhaustive. Pour vraiment que ça soit exhaustif notre entretien, je peux vous citer quand même les 5 axes. Il y a 18 propositions dans l'étude EDEC, donc vous pourrez la télécharger et voir les 18 propositions. Mais il y a quand même 5 axes majeurs qui ont été proposés par la filière française de l'eau et qui méritent d'être cités. Il y a notamment en fait quelque chose qu'on n'a pas parlé de trop. En fait, c'est les actions de formation en situation de travail. Ça s'appelle l'AFEST. L'AFEST, c'est quelque chose qui est très normalisé d'un point de vue réglementaire pour que ça soit reconnu au niveau des financements. Mais notamment, il y a cette préconisation de déployer l'AFEST. C'est aussi des choses qui, en formation professionnelle continue, sans faire de l'AFEST pure, qui doit davantage se développer, c'est de faire des actions de formation sur-mesure courtes chez les apprenants et sur leur matériel. Donc ça aussi, c'est quelque part des actions d'appui, de conseil et de formation. On est sur la logique de l'AFEST. Patrick a aussi cité à un moment le fait, ça c'est le deuxième axe majeur, c'est de décrire finement les métiers, les compétences et l'activité au niveau de la filière, de façon justement à avoir des approches par compétences et de décrire les compétences et pas simplement de former à des connaissances et à un diplôme, mais former à des métiers, à des compétences associées. Et aussi de faire dialoguer en fait, parce que il faut comprendre qu'il y a des acteurs de l'emploi et des métiers de compétences qui ne connaissent pas notre secteur. Par exemple, c'est Pôle emploi. Si vous vous adressez à un conseiller de Pôle emploi et que vous lui posez la question c'est quoi les métiers de l'eau, les 5 métiers en tension,
où il y a des gens à placer, à faire évoluer, ils ne sauront pas. Donc il faut leur remettre, c'est juste un petit exemple, hein, il faut leur remettre des fiches emploi métiers compétences et en dire on a besoin de ce genre de profil. Comme ça, si on délocalise une industrie, ben, peut-être que l'agent de maintenance d'une industrie, il peut se requalifier et repartir dans... Voilà. Ça, c'est le deuxième axe, c'est décrire les emplois, les compétences. Le troisième axe, on l'a dit plus ou moins, mais c'est quand même important en termes de synthèse, c'est d'élargir les profils potentiels de recrutement en tension. C'est-à-dire, c'est pas simplement recruter la personne sur le métier, mais c'est d'associer dans une logique je recrute et je forme. Je forme en interne, je forme en externe, mais toutes les compétences manquantes, dès l'entretien, je vais les identifier et dans le parcours d'intégration, il y aura un parcours de formation. Et donc, c'est élargir sur le recrutement, même si on n'a pas les compétences en face, pourvu qu'on ait le savoir-être. Voilà. Le quatrième axe, c'est compléter le dispositif de certification existante. Il faut avoir conscience que la filière française de l'eau est un domaine, un secteur très pauvre en certification professionnelle. On n'est pas des Allemands, on n'est pas des Suisses allemands, voilà, pour comparer un peu. Hein. C'est-à-dire la certification des compétences, c'est quelque chose qui est très faible au niveau de la filière française de l'eau. Et donc, il y a vraiment un besoin majeur de faire reconnaître les métiers, justement pour qu'ils soient plus attractifs également, surtout pour les bas niveaux de qualification. Voilà. C'est-à-dire valoriser le métier par la compétence acquise. Voilà. Et surtout quand vous travaillez sur des faibles niveaux. Voilà. Et donc, mais ça vaut aussi pour les métiers de l'ingénierie. Notamment quand c'est valorisé, on manque d'ingénieurs dans les bureaux d'études, et donc de créer un CQP ingénieur de l'eau, ingénierie de l'eau, de créer un CQP au moins partiel sur la GEMAPI, c'est-à-dire sur les nouveaux sujets que vous avez, cités aussi. Donc ça, c'est vraiment très très important, et d'avoir des logiques de formation qualifiante. Ça vaut un peu pour nos formations OIO ou autres, ou CNFPT, peu importe le prestataire, mais d'avoir des attestations de compétences à la fin des formations. C'est pas la culture française. On va en formation, on a une attestation de formation. Maintenant, c'est d'avoir des attestations de compétences, jusqu'à, finalement, peut-être un diplôme ou une certification. Et le cinquième axe, et après j'arrêterai là, voilà, c'est de s'appuyer sur les atouts de la formation professionnelle continue du secteur, qu'elle soit interne, Campus Veolia par exemple, ou externe, OIO, CNFPT, parce que je ne vais pas que citer que l'OIO, bien sûr, ou NGES aussi, des partenaires aussi, hein, voilà, et de façon à accélérer notamment les mutations sur les nouveaux enjeux. Les mutations, comme vous l'avez cité, les nouveaux enjeux que vous citiez tout à l'heure, eh bien, c'est par la formation courte de spécialisation que l'on va pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux. Et ça, c'est vraiment quelque chose vraiment de très, très important également. Et le dernier point, c'est à l'intérieur de ça, c'est de promouvoir davantage l'alternance. Madame donc, du canal de Beltrube nous l'a cité. L'alternance, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et de façon, là aussi, à recruter des gens qui n'ont pas le métier. Et sur un territoire donné, prendre quelqu'un, un alternant du territoire, notamment pour les zones rurales, et de l'accompagner dans ce service eau et assainissement où il va trouver son emploi grâce à l'alternance. Voilà, voilà les 5 axes de la filière française de l'eau. Merci pour ces rappels et cette synthèse. Monsieur Pronost, alors Monsieur Fesque, après ces mots de la fin, c'est à vous que revient le vrai mot de la fin, en quelque sorte, en guise de conclusion de ce tour d'horizon sur ce sujet qui, je ne doute pas, mériterait encore... quelques temps de débat et de discussion, d'autres témoignages. On a évoqué à plusieurs reprises toutes les dimensions sciences humaines, sociologiques, évolution des profils, etc., qui pourraient entrer aussi dans les réflexions. Mais vous avez fait, je peux en témoigner, une présentation très exhaustive, pour reprendre ce terme, de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je vais utiliser 4 mots qui caractérisent assez bien le pourquoi, à la fois côté entreprise, mais aussi... salariés, la filière de l'eau est une belle filière. Passion, ça a été dit. Premier mot. Quel que soit dans la chaîne de valeur, les acteurs que j'ai pu rencontrer, on n'a que des gens passionnés. Et je ne connais pas beaucoup de professions où c'est le cas. Pas beaucoup de filières où il y a réellement de la passion. Qu'on soit simple technicien ou qu'on soit ingénieur et patron d'une PME. Impact. On est l'une des rares filières à avoir un impact mesurable qui, avec le changement climatique, va en plus être encore plus mesurable pour le coup. Évolution. Alors on l'a dit, on peut difficilement, il n'y a pas 10 000 niveaux d'évolution, mais nos métiers changent.
Et donc, quelqu'un qui va rentrer technicien avec une spécialité, ben en fait, 3 ans, 4 ans plus tard, c'est plus le même technicien. Il a vu d'autres choses. Et local. Et ce local, alors, il y a des sociétés de marketing qui font du globalo-local, mais en fait, ce sont des métiers qui s'appliquent sur du terrain, que ce soit en France, que ce soit à Toulouse, ou que ce soit à l'autre bout du monde. Ces 4 éléments, on ne les retrouve pas dans les autres filières. Et c'est pour ça qu'il faut venir, que les employeurs doivent changer leur mode de recrutement, et c'est pour ça qu'il y a un accélérateur PME pour aider justement les patrons d'entreprise à évoluer, à aller chercher de nouveaux profils, à penser différemment leur management. Et effectivement, les filières, les filières de formation ou la formation continue, on voit bien que là aussi, c'est aussi de nouveaux profils qui peuvent intégrer notre filière de l'eau. Merci beaucoup, Monsieur Fesque, pour cette quasi-synthèse. Merci pour ces propos très explicites. Et merci à vous pour votre attention. Juste avant de vous proposer de remercier nos intervenants par quelques applaudissements, je voudrais adresser une pensée amicale à Émilie Laurent de l'organisation Cyclo, qui nous accompagnait pour la dernière fois sur l'une de ces conférences cyclo qu'elle mène et qu'elle organise avec brio depuis plusieurs années. Et donc nous la saluons depuis cette estrade, elle nous entend. Et c'est avec beaucoup d'affection que je lui transmets ce message. Je vous propose d'applaudir une dernière fois nos intervenants pour cette ultime session et ultime conférence de cette édition 2022 de Cyclo à Toulouse. Merci et bonne fin de journée à toutes et tous. 3, 2, 1.